Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Renaissance Martinique et de Renew Europe. C'est le groupe de Renaissance Europe, dans le cadre de ce que nous avons appelé les tables rondes de la Martinique. Des tables rondes qui seront organisées de façon assez régulière jusqu'au mois de mai 2023. Pourquoi? Parce que Max Orville, le député européen, en collaboration avec la Commission européenne, fera en Martinique un grand colloque européen. Et donc nous avons décidé ensemble de proposer aux députés européens la voix de la Martinique. Et pas qu'ils viennent ici et puis qu'ils nous disent vous allez faire, vous allez faire. Donc dans chaque domaine, on aura des propositions faites par nos invités et par vous aussi, par la salle, et ces propositions seront données tout ensemble aux députés européens quand ils viendront. Et ils en feront... Oui, merci. J'allais dire ce qu'ils veulent, mais bon usage. Bon usage, c'est mieux. Voilà. Alors, avant de vous présenter nos invités du jour, que je vais présenter par principe, mais bon, le déroulé de cette manifestation prévoit une intervention de notre député européen, Max Orville, qui est président de Renaissance Martinique, et qui est actuellement, j'avais écrit sur mon document à Bruxelles, mais je viens d'apprendre qu'il est encore plus loin qu'à Bruxelles, puisqu'il est à Varsovie, donc il est déjà à 2 mains. Alors, Steve, est-ce qu'on a Max? Il m'a fait oui. Bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur le député. Bonsoir, bonsoir à tous, chers amis. Merci Serge de me donner la parole. Je suis véritablement très heureux d'ouvrir ces premières de la Renaissance nouvelle formule. Je voudrais saluer amicalement Philippe Joc, Daniel Berton ainsi qu'Henri Salomon pour leur présence ce soir. Remercier les agricoles qui nous accueillent dans un magnifique espace et bien évidemment remercier l'animateur de CERF à qui j'adresse mes remerciements puisqu'il a accepté d'animer la table ronde de la Renaissance. Et Serge, tu as carte blanche bien évidemment pour donner la tonalité adéquate à ces événements. Enfin, un remerciement tout à fait spécial aux membres de Renaissance et particulièrement à Emmanuel de Rênal qui a beaucoup travaillé pour cela. Alors, ces tables rondes de la Renaissance, l'objectif, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir apporter une réflexion parce que en 2023, aux Antilles, nous tiendrons un colloque européen avec des politiques, des présidents de commission, environnement, Pascal Canfin, Dragos Pislarou, président de la commission emploi, avec la présence de ministres également de la République, je pense au ministre délégué à M. Caringo, et bien d'autres qui viendront écouter les propositions. Ce colloque s'appellera l'outre-mer des solutions. Parce qu'en effet, en Martinique, nous avons dans cette réflexion à partir sur 3 thématiques, l'emploi, la transition écologique et l'éducation. De toutes les thématiques, pendant les 9 mois, comme l'a dit Serge, eh bien, nous espérons qu'émergeront des solutions pour l'outre-mer. Parce qu'il n'y a pas que la Martinique au travail pour alimenter cette réflexion. La Guadeloupe est rentrée également dans la danse, si je puis dire, avec les sociales qui me feront remonter leurs propositions. Et la Guyane, lors de mon prochain séjour, rentrera également. Ça, c'est pour la partie atlantique. Mais dans les mois à venir, nous aurons également la Réunion et d'autres territoires français. Donc, ces problématiques, je souhaite qu'elles soient vues sous l'angle européen, puisque la question de l'emploi est une préoccupation nationale, mais c'est aussi à être vue sous l'angle européen,
puisque, comme nous le savons tous, les fonds européens à disposition pour faciliter le développement économique de nos territoires. Donc, ce que je voulais vous dire en cette soirée effectivement polonaise, où je me trouve avec une température moins faible que chez nous, mais en tout état de cause, merci à vous tous d'avoir joué. Je remercie encore nos experts qui nous diront ce qu'il faut pour alimenter cette. Je veux aussi porter à votre attention nation des Outre-mer, puisque à la demande du président de la CTM, prochaine ce qui devait se tenir normalement en Martinique, sera les 15 et 16 novembre à Bruxelles au Parlement. Et en coordination à sa demande, j'alimenterai l'action des 7 députés des RUP, portugaises, espagnoles et bien évidemment françaises, parce que nous adosserons à cette conférence des RUP une conférence sociale également. Enfin, juste pour se faire un petit peu de pub, et vous ne m'en voudrez pas, mais j'avais promis à tous et à tous les Martiniquais et à toute l'outre-mer de pouvoir leur rendre compte des actions que je mènerai. Donc, nous avons désormais un site sur lequel vous pouvez trouver toute notre actualité, tous nos agendas et toutes les actions que nous menons. Ce site, c'est Max Orville, en un seul mot, point. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère être avec vous dans les 2 semaines à venir et peut-être que j'aurai le bonheur d'assister à une prochaine table ronde directe. Donc, je vous souhaite toutes et à tous un bon échange et de réflexion au service de notre Martinique. Voilà, je vous remercie. Et bon. Député, je suis très content parce qu'il m'a dit, t'inquiète pas, je ferai entre 5 et 7 et il fait 6 minutes. Merci, vraiment merci. Et vous nous pardonnerez bien sûr les quelques blancs qui ont été offerts par la maison, puisque de Varsovie, tu connais Maurice Varsovie? Tu connais? Bon, donc de Varsovie à Fort-de-France. Oui, il est à Varsovie. Voilà, le décor est planté. En quoi l'Europe peut-elle prendre en compte nos propositions? Mais la bonne question serait plutôt, Max l'a dit, quelles propositions? Nos invités sont là pour nous y aider. Philippe Joc, que vous pouvez applaudir, c'est le monsieur là. Henri Salomon et Louis-Daniel Berthom, le passe-président qui remplace le président empêché. Chacun à sa manière aura son mot à dire sur l'emploi à la Martinique. Mais sans vouloir être long, je vais vous donner quelques chiffres juste pour vous mettre dans le bain. En avril 2022, la note de conjoncture régionale de l'INSEE portant sur le 4e trimestre 2021 redonnait le sourire. Un tout petit sourire, avec une hausse de 0,7% des emplois salariés. Ça veut dire en bon français 860 emplois supplémentaires privés. Dans le public, j'ai noté que ça devait être autour de 330 emplois, nouveaux emplois. Pourquoi donner ces chiffres, sinon pour regretter que parfois certains font des effets d'annonce dans certains médias inutilement enthousiastes, même si la baisse du chômage est bien réelle. Quelques chiffres, 2018, 18,2%. À titre de comparaison, la France entière, c'est 8,5%. 2019, 15,2%, donc une baisse. La France, c'est 7,9%. 2020, 16,4%, ça remonte. En France entière, c'est 9%. Et 2021, voilà, l'embellie, 13,2%. En France, c'est 7,4% après le Covid, pas mal. Je donne des chiffres bruts, sans entrer dans des polémiques de calcul, d'hyper spécialiste, je ne suis pas. Parce qu'on va me dire c'est tel type de chômeur, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste. Il y aurait donc de l'espoir. Nos 3 invités, nos 3 responsables sont parmi les mieux placés pour esquisser une réponse à notre question comment développer l'emploi en Martinique et nous expliquer éventuellement pourquoi nous n'y arrivons pas depuis tant d'années, ou alors tellement difficilement. Histoire d'aller plus loin et plus sérieusement que le sempiternel, il y a du travail, ce sont les Martiniquais qui sont paresseux.
Nous proposons une architecture simple. Nos 3 présidents à tour de rôle, pendant 15 minutes, vont nous brosser leur vision actuelle de l'économie martiniquaise et singulièrement de l'emploi, la situation réelle, telle qu'ils la vivent avec leur mandant, en quelque sorte, une sorte de prise de pouls par spécialité. Chacun dressera son tableau de l'emploi à la Martinique, les perspectives, le présent et l'avenir. Par exemple, pouvons-nous nous attendre à une forte demande dans les jours qui viennent ? On annonce, j'ai lu ça aujourd'hui, j'avais déjà préparé mon texte, donc j'ai rajouté, l'embauche de 4,5 millions de personnes d'ici juillet 2023 en France, dont 46% en CDI. Et chez nous. Au bout de ces 45 minutes, nous donnerons la parole à la salle, dans un jeu de questions-réponses, en tout respect, sans agressivité, dans un souci de cohérence et de contribution. Pendant 20 à 25 minutes, pas plus, sous mes airs tranquilles, mon air jovial, méfiez-vous, je suis absolument très, très directif, ça peut être grave. Merci à l'avance de jouer le jeu. Bon, jouer le jeu, c'est drôle comme formule. En deuxième mi-temps, nos 3 invités répondront de façon pratique à la question « Comment développer l'emploi en Martinique ?» en nous donnant 2 pistes. Il y a un qui m'a annoncé 15, mais bon, je ne le crois pas. 2 pistes chacun, ou 3, ou une piste. 3, si ça phosphore dur, ce n'est pas grave, que nous pourrons soumettre lors de notre fameux rendez-vous avec l'Europe. En préparant cet exercice, nous avons décidé, avec Emmanuel d'introduire une question supplémentaire. C'est juste pour la deuxième partie. Quel serait l'effet d'une zone franche sociale sur l'emploi pour toute la Martinique ? Rien que pour vous embêter, mais bon, c'est comme ça. C'est en quelque sorte notre question bonus. Voilà. Si vous répondez à ça, c'est bon. Le tirage au sort que j'ai effectué sous contrôle, non pas d'huissier, a désigné Henri Salomon pour commencer. Voilà, c'est un tirage au sort, il faut me croire, c'est tout. Suivra Louis-Daniel Berthom et enfin Philippe Joc. Voilà. Donc je donne la parole à Henri Salomon. Je vous rappelle qu'Henri Salomon est photographe, sauf erreur, où il a été. Bon, il fait tellement de choses. Il est toujours. Il est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat depuis 2016 et membre de cette chambre depuis 2005. Sa liste, si j'ai bien noté, fier d'être artisan, la voix des artisans. Henri ? Aujourd'hui, la voix des artisans. C'est à vous. C'est à vous. Eh bien, c'est un bel enchaînement, la voix des artisans. Donc, messieurs, dames, je suis très heureux d'être là et surtout d'être entouré de 3 personnalités consulaires. Donc, mon collègue président de la Chambre de commerce et mon collègue président de la Chambre d'agriculture. Nous avons vécu 5 années sous ma première mandature ensemble et on a même continué. Daniel a pris un peu de retrait, mais vous voyez, il est toujours là. Et nous avons vécu des moments très forts au niveau de l'activité économique, notamment avec cette crise Covid, où il a fallu être solidaire et réactif pour pouvoir servir et accompagner nos artisans. Donc aujourd'hui, il m'a été demandé de vous présenter la situation de l'artisanat et bien sûr la situation de l'emploi dans l'artisanat. Donc l'artisanat en Martinique, c'est 12 000 entreprises. 12 000 entreprises dans 4 grandes familles. Le BTP pour près de 45%, exactement 47% de nos entreprises. Les métiers de la fabrication, 15%. 10% pour les métiers de l'alimentation, votre boulanger, votre boucher, certains restaurateurs, les traiteurs ou les glaciers pour les plus gourmands. Et les métiers de service, dont je fais partie, la photographie, mais aussi les artisans taxis, les réparateurs automobiles. Je salue d'ailleurs le président des réparateurs automobiles qui est dans la salle, Mathias Potiron, et les métiers des soins à la personne, coiffeur, esthéticienne. Donc dans tous ces métiers, nous créons de l'emploi. Nous permettons aussi à des Martiniquais d'avoir leur propre activité. 80% de nos entreprises sont unipersonnelles, ça veut dire que le chef d'entreprise, c'est lui qui fait tout de A à Z. Et beaucoup de nos artisans sont arrivés à leur entreprise par la voie de l'apprentissage, une voie très importante. Près de 50% des chefs d'entreprise de l'artisanat sont passés un jour par l'apprentissage ou l'alternance. Et cet apprentissage, c'est une chose
j'allais dire, très efficace parce que la plupart des jeunes que nous formons, en moyenne 80% d'entre eux, un an après leur diplôme, sont en emploi. Donc ça veut dire on suit un cursus d'apprentissage et forcément, très rapidement, on a un emploi sur le territoire parce qu'on va travailler avec nos entreprises locales. Et ça, c'est très important puisque la Martinique vit aujourd'hui un phénomène fort d'exportation de sa jeunesse, donc d'exportation, j'allais dire, de sa première richesse, sa richesse humaine. Et nous le ressentons dans nos entreprises, nous le ressentons dans nos centres de formation. Tout à l'heure, vous avez parlé de chiffres sur le chômage. C'est très bien de voir ces chiffres qui baissent. Et on peut se poser la question, est-ce qu'ils baissent parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui emploient? Mais il y a certainement aussi beaucoup de jeunes qui partent pour aller tenter donc leur chance ailleurs en termes d'emploi, en termes de formation. Et tout à l'heure, on pourra développer, puisque dans les propositions qu'il faudra mettre en place pour, j'allais dire, améliorer les chiffres du chômage, il faudra certainement être aussi plus attractif pour notre jeunesse et éviter qu'elle parte directement vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement une industrie de l'exportation et nous sommes tous complices quand nous disons, nous envoyons nos enfants étudier. Donc ils partent pour faire des études. Il y a une mécanique qui est, j'allais dire, la mécanique de formation républicaine qui va les amener au bac pour la plupart. Et ensuite, après le bac, eh bien, ça va être l'université. Et bien souvent, ça va être un départ vers l'extérieur. Et aujourd'hui, sur la Martinique, nous avons de nombreux artisans qui ont des offres d'emploi pour des jeunes et qui ne trouvent pas de jeunes formés, qualifiés pour, j'allais dire, répondre à cette demande d'entreprise. Et ça, c'est un paradoxe. On a un chômage des jeunes qui est très important et pourtant, demain, j'organise avec l'équipe de la Chambre de métiers une journée porte ouverte pour les métiers de la gastronomie, de la restauration, parce que dans ce secteur, aujourd'hui, nous avons des employeurs qui cherchent des jeunes, voire des moins jeunes, même des fois des personnes sans formation, qui sont prêts à prendre des apprentis et qui n'en trouvent pas parce que le métier intéresse peu notre jeunesse, et pas que la jeunesse, donc la plupart des Martiniquais. Pourtant, ces chefs d'entreprise sont prêts à mieux les payer, puisque dans la restauration, et je le tiens des chefs d'entreprise, on est mieux payé, j'allais dire, à compétences égales que dans d'autres secteurs. Et pourtant, on est obligé de mettre des bouchées doubles pour pouvoir trouver des jeunes qui veulent devenir des professionnels, qui veulent obtenir une qualification pour pouvoir entrer dans ces entreprises. Hier, j'étais dans un collège pour rencontrer des jeunes de terminale. Donc, il y avait 150 jeunes devant moi à qui je parlais déjà de mon parcours, de la chambre de métier, de l'artisanat, de l'artisanat de façon générale. Et je leur disais de penser à l'artisanat dans leur choix, puisque dans l'artisanat, on peut travailler dans de nombreux secteurs, on peut créer des entreprises, on peut partir se former, mais après revenir avec l'envie de réussir sur son territoire, et surtout de ne pas l'oublier lorsqu'ils mettent en place leur stratégie de formation ou d'activité professionnelle, que la solution Martinique, ça peut être aussi une très bonne solution pour eux. Mais pour que ce soit une bonne solution, on a un travail à faire, tous ensemble, avec nos politiques aussi, c'est vraiment toutes les forces vives de la Martinique, pour rendre le territoire plus attractif. Je vais vous parler de la situation de nos entreprises, des offres d'emploi pour certaines qui ne trouvent pas preneurs. Nous avons aussi des entreprises en difficulté, puisque la crise Covid a ébranlé une grosse part de notre économie, notamment les restaurateurs qui sont inscrits à la chambre de métier. Il y en a aussi beaucoup à la chambre de commerce, mais ce sont des personnes qui n'ont pas pu travailler, j'allais dire, par rapport au confinement, qui ont eu des restrictions d'ouverture sur les horaires. Donc forcément, pendant toute cette période, elles n'ont pas embauché d'apprentis puisqu'elles n'avaient pas d'activité. Et aujourd'hui, elles ont besoin donc de cette main-d'œuvre qualifiée. Et comme il y a eu la crise Covid, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de difficultés à avoir des jeunes ou moins jeunes qui s'engagent dans la restauration, eh bien, on a un vrai problème dans ce secteur. D'autres secteurs aussi ont été impactés.
les soins à la personne, esthéticienne, la coiffure, eh bien, il a fallu diminuer le nombre de personnes présentes dans les salons. Et là aussi, lorsqu'on diminue le nombre de personnes présentes, on commence par dire je ne veux pas prendre d'apprentis. Mais aujourd'hui, quand les portes sont réouvertes, qu'on a besoin de monde, eh bien, on manque de ces personnes qui n'ont pas été formées ces 2 dernières années. Je vous parlais de la situation donc, de l'emploi, je vous ai parlé de formation, et au niveau de l'apprentissage, on a aussi un problème. Donc ça, c'est un problème des territoires ultramarins. C'est un problème que partagent tous les acteurs de l'apprentissage. Il y a eu un changement de loi pour le financement de l'apprentissage. L'apprentissage, je vous le disais, c'est très important parce que ces jeunes que l'on forme, ils ont en général entre 16 et 30 ans. Tous ces jeunes, pour la plupart, vont être accueillis dans des entreprises martiniquaises. Donc c'est très bien pour les entreprises, c'est très bien pour ces jeunes. Et il faut qu'ils soient bien formés, parce que sinon, ils auront envie de partir se former sur l'Hexagone. Et chaque fois qu'on envoie des jeunes sur l'Hexagone, eh bien, il y a des personnes qui vont leur proposer des emplois, des opportunités, et ils vont dire oui tout de suite, puisque c'est du concret. En plus, à cet âge-là, on a envie de connaître autre chose, de voyager. Et je suis inquiet quand j'entends tous ces emplois qui vont être créés sur l'Hexagone. J'espère que ça ne va pas être une pompe aspirante pour nos jeunes du territoire qui seront aussi attirés par ces nouvelles offres sur l'Hexagone. Donc je vous parlais d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un secteur qui a des difficultés parce que pour bien former, notamment dans les métiers de l'artisanat, il faut des moyens. Quand vous formez des jeunes en réparation automobile, ça veut dire qu'il vous faut des ponts, il vous faut des outils, il vous faut des machines électroniques performantes. Il faut les acheter, il faut les faire venir, il faut les entretenir, parfois faire venir des techniciens de loin. Et ça, on retrouve ceci dans beaucoup de métiers de l'artisanat. Et nous sommes financés de la même façon que sur tout l'Hexagone. C'est-à-dire, si c'est 5 000 € pour former un apprenti en réparation automobile, ça sera 5 000 € sur tout le territoire. Sauf que les autres territoires n'ont pas une vie chère comme nous le vivons sur les territoires ultramarins. Et sur nos territoires, lorsque l'on commande du matériel, son entretien, son achat, le faire venir, va coûter beaucoup plus cher. Et en plus, il va s'abîmer plus vite par rapport à l'humidité, par rapport à la chaleur, voire même, dans certaines conditions, par rapport aux sargasses aussi, puisque la destruction chimique est aujourd'hui un phénomène un phénomène dont il faut tenir compte pour la durabilité des investissements. Et tout ceci, c'est une problématique, puisqu'on a un outil qui est fantastique, qui fonctionne, qu'il faut développer, mais nous n'avons pas assez de moyens donc, pour pouvoir le développer, pour pouvoir l'entretenir et pour pouvoir intéresser de plus en plus de jeunes à l'apprentissage. Voilà, je vous ai évoqué une problématique de l'apprentissage. Et donc, vous imaginez bien, puisqu'on m'a demandé d'attendre la deuxième partie pour la solution, quelle peut être la solution pour le développer. Au niveau de l'installation de nos artisans, ils sont répartis sur le territoire. Sur la CACEM, nous en avons à peu près 5 000, 3 000 au niveau de Cap Nord, 4 000 au niveau de l'Espace Sud. Et on a une implantation qui est vraiment très diffuse. Il y a des artisans de partout. On a même une densité artisanale qui est 2 fois supérieure à celle de l'Hexagone, ce qui prouve bien que notre tissu de petites entreprises artisanales est très important par rapport à notre économie. Et pour développer cet artisanat sur tous les territoires, il faudrait aussi qu'il y ait plus de structures, parce que ça manque, des lieux où on peut accueillir des réparateurs automobiles, avec des systèmes de récupération de leurs eaux usées, de leurs huiles, parce qu'il ne faut pas que ça parte dans la nature. Et nous avons cette problématique pour beaucoup d'activités d'artisanat. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent chez eux, dans leur garage, beaucoup, des fois même dans leur chambre, dans leur salon. Ça, c'est une réalité de l'artisanat. Et c'est une réalité qui est en train de se développer. Il y a actuellement une précarisation des métiers de l'artisanat,
avec, entre guillemets, de nouveaux artisans. Pendant la crise Covid, nous attendions à avoir vraiment une chute du nombre d'entreprises parce qu'elles allaient fermer, parce qu'elles allaient connaître des difficultés et que ça allait être terrible. Et c'est vrai que la crise a été terrible. Nos entreprises, heureusement, ont été résilientes. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous avions une progression inattendue du nombre d'entreprises. Et quand on a creusé, on s'est dit, quelles sont ces entreprises qui se créent? Est-ce que, parce qu'il y a eu la crise Covid, plus de personnes ont envie d'être artisans? Ce n'était pas le cas. Donc, on a effectivement une progression du nombre d'inscrits, mais beaucoup de personnes qui sont en multi-activités, qui travaillent par exemple à la collectivité et qui décident de créer une activité dans le secteur de l'artisanat. Donc, ils vont s'inscrire chez nous en tant que micro-entrepreneurs. Et ça se développe, mais de façon considérable, voire même dangereux pour notre économie. Aujourd'hui, à la Chambre des métiers, tous les artisans, normalement, payent une taxe qui est de 200 € à l'année. Et en 2019, nous avons eu une première surprise. Il y a une loi de finances qui exonère toutes les entreprises de moins de 5 000 € de chiffre d'affaires de cotisation foncière des entreprises, la CFE, sur lequel est perçue aussi la taxe pour frais de chambre de métier. Et pour les autres chambres consulaires, c'est la même chose. OK. Eh bien, à ce moment-là, nous avons perdu 27% de nos cotisants. Ça veut dire que 27% de nos entreprises ont moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous n'avons que la moitié de nos entreprises qui cotisent une taxe, j'allais dire, à taux plein, donc pour la CFE. Tout le reste, ce sont beaucoup de micro-entrepreneurs, et parmi ces micro-entrepreneurs, beaucoup sont en multi-activité. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des entreprises classiques qui ne cotisent pas, mais je pense qu'elles sont rares, même si elles existent. Mais ce chiffre-là nous alarme. Quand on a autant d'entreprises qui sont des entreprises avec des chiffres d'affaires si bas, ça veut dire que ce sont des entreprises qui ne déclarent rien, parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise avec 5 000 € de chiffre d'affaires par an. Ce sont des entreprises qui font de la concurrence aux artisans, ceux qui cotisent, ceux qui emploient, ceux qui embauchent des apprentis. Comme ces entreprises vont perdre de l'activité, eh bien forcément, elles vont être très frileuses à embaucher, à prendre des apprentis. Et donc aujourd'hui, le système du débrouillard pas pêcher, avec des gens qui créent une entreprise à côté, qui profitent du travail, du télétravail, qui profitent même des fois, ça a commencé avec le Covid, puisque beaucoup d'institutions ont été fermées. On a créé une entreprise, et ces entreprises viennent en frontal, dans une concurrence déloyale, avec nos entreprises, j'allais dire, artisanales, traditionnelles ou classiques. Et tout ceci ne permet pas à notre tissu économique d'aller de l'avant, d'avoir de l'embauche, d'avoir des investissements. On reste dans une économie de job, et il faudra donc absolument en sortir. Donc j'ai des solutions que je donnerai tout à l'heure. Et pour ne pas finir sur une note négative, nous avons quand même eu une extraordinaire résilience de nos entreprises, puisque je vous ai parlé des chiffres qui ont augmenté pour la création d'entreprises, mais les pertes d'entreprises, c'est-à-dire les cessations d'activité, ont baissé aussi. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu de la résilience. Je pense aussi parce que notre chambre de métier a fait son travail d'accompagnement pour que nos artisans ne baissent pas les bras et se disent « ça ira mieux demain ». Et j'en suis convaincu, tous ensemble, on fera mieux au niveau économique pour la Martinique. Merci. Merci. Merci Henri Salomon, il a joué le jeu, puisqu'il a tenu le temps. Voilà, c'est bien, merci. Deuxième intervention, Louis-Daniel Berthom, vice-président de la Chambre d'agriculture. Ça me fait tout chose de dire ça, puisque ça fait tellement longtemps que je le connais comme président de la Chambre d'agriculture. Mais il a transmis le témoin comme prévu. C'était au mois de juin, c'est ça? C'était au mois de juin. C'était au mois de juin, puisque c'est lui qui avait mené la liste, et puis il a transmis le témoin à José Maurice. La liste transmission, une liste qui parlait de défis à relever pour l'agriculture, notamment, et de développement de filières. Daniel, c'est à toi. Merci. Je tiens tout d'abord à excuser José Maurice, puisqu'il est parti de façon précipitée pour la PCA. Et donc, demain et après-demain, il a 2 journées de réunion
et qui n'avait pas intégré ça dans son agenda, et bien là, il fallait partir. Donc, il m'a demandé de le remplacer. Donc, c'est ce que je fais avec grand plaisir. Hein. Bon, c'est pas la première fois que je viens devant cette assemblée, si je peux dire ça comme ça, puisque pendant la campagne, c'était un peu avant la campagne d'ailleurs, j'étais intervenu sur l'agriculture. Alors, ce soir, on me demande de faire une intervention concernant l'emploi au sein de l'agriculture. Alors, simplement, je vais déjà commencer par donner 2 chiffres, hein, 2 ou 3 chiffres, pas beaucoup. Alors, contrairement à ce qu'on voit sur la Martinique, nous avons une régression de l'emploi agricole, l'emploi salarié en Martinique. On a constaté entre 2019 et 2020 une diminution de 1,8% de l'emploi salarié. Sur un total évalué, un total de salariés évalué à 4000, un peu plus de 4165, plus exactement en 2020. Donc, ce sont les chiffres du recensement général de l'agriculture. Et donc, la part de l'agriculture dans l'emploi salarié représente 3,4%, avec quand même 10% des entreprises au niveau de la Martinique. Alors, nous sommes dans un contexte où l'emploi salarié en Martinique, c'est principalement les services, hein, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans les autres secteurs, c'est beaucoup de services. Et alors que l'agriculture, nous sommes un peu plus dans la production. On observe quand même le secteur agricole, hein, connaît des difficultés en ce moment. Hein, je vais pas, on entend les agriculteurs le dire tous les jours. Et donc, quel que soit le secteur, après 3 années de difficultés climatiques, avec des sécheresses, je dirais même 4 années, puisque cette année également, on avait la sécheresse, ça a beaucoup impacté l'activité agricole, qui fait que des agriculteurs sont en grosse difficulté. Puis, alors, bien sûr, on a eu la partie sanitaire, mais ça n'a pas empêché la production de se faire, puisque les gens, malgré... les gens devaient manger quand même. Hein, donc ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient acheter moins de voitures ou moins d'autres choses, mais ils devaient quand même manger. Et donc, la production s'est quand même bien tenue. Par contre, nous voyons les problématiques sur l'emploi. Beaucoup d'exploitations n'ont pas suffisamment de salariés, ne trouvent pas de salariés. Et bon, j'ai vu la filière banane qui est ici représentée par son président, son nouveau président, parce que là aussi il y a eu des changements, Monsieur Gouillet, donc il pourra en parler s'il le veut tout à l'heure. Mais il y a 2 secteurs qui emploient beaucoup de monde dans l'agriculture, c'est la banane et puis la canne. Et les offres d'emploi ont augmenté dans ces filières-là parce que nous avons vu diminuer les possibilités que nous avons pour lutter contre des maladies ou contre de l'enherbement sur nos cultures. Et compte tenu de la disparition ou de la diminution des produits phytopharmaceutiques, il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits manuellement. Par exemple, avant, on traitait avec l'hélico, la cercosporiose. Alors, d'une part, on a une cercosporiose un peu plus virulente qui est arrivée il y a quelques années, c'est la cercosporiose noire, et qui demande beaucoup plus de traitement. Et donc maintenant, on est obligé soit de traiter avec des engins au sol, voire même avec à dos d'homme, donc avec des appareils. Et là, ça devient un peu embêtant puisque on a beaucoup plus de personnes, que ce soit des salariés ou encore des agriculteurs qui le font eux-mêmes, qui sont en contact plus direct avec des produits, alors qu'avant, avec le LICO, il n'y avait pas ces contacts-là.
La canne aussi connaît énormément de difficultés, puisque là aussi, on a supprimé des herbicides. Et donc, on demande aux producteurs, les producteurs, ils ont comme solution d'aller arracher l'herbe à la main dans les plantations de canne. Alors, il y a quelques exploitations qui arrivent un peu à mécaniser au tout début, quand la canne n'est pas encore très haute, mais une fois que la canne a commencé à monter, c'est plus possible d'y aller avec des machines, et donc on est obligé de faire ça à la main, et ça pose énormément de problèmes sur les exploitations. Et là aussi, on a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre pour ce type de métier. Alors, c'est vrai que les autres filières ne sont pas très gros consommatrices de main-d'œuvre, mais là aussi, on a quand même des difficultés pour certains secteurs, comme le maraîchage, l'élevage également, même s'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans ces secteurs-là, mais on a des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Alors, bon, on va peut-être le dire tout à l'heure, mais les solutions qu'ont des agriculteurs, c'est de faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Mais là aussi, on est très limité parce que on nous rétorque souvent que on a 15%, 16%, je ne sais plus quel chiffre, voire 20% de chômage en Martinique. Il faut d'abord employer la main-d'œuvre locale avant de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. J'avais dit également à un préfet, le préfet Robin, quand il est arrivé ici, et il m'avait reçu, et il évoquait ce problème, j'évoquais ce problème-là avec lui, et il me disait, il faut faire appel à la main-d'œuvre locale. Ce que je lui ai répondu, c'est que le Saint-Lucien, il arrive ce soir, demain matin, il travaille. Demain matin, il a trouvé un travail. Alors que les Martiniquais ne veulent pas faire ces travaux-là. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, il y a comment dire ça, puisque beaucoup d'agriculteurs aussi ne trouvent pas de main-d'œuvre parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des emplois à plein temps. Donc, il y a des tentatives qui ont été faites pour essayer de mutualiser l'emploi, en créant des groupements d'employeurs. Alors, pour l'instant, ce sont des techniques, des entreprises qui n'ont pas encore pu être opérationnelles. Donc, il y a des projets qui sont en cours, que ce soit chez les jeunes agriculteurs, que ce soit dans d'autres coopératives, dans des coopératives. Mais là aussi, je pense que nous avons un travail à faire à ce niveau-là, et donc il faut quand même qu'on continue à aller dans ce sens-là. Voilà un peu ce que je voulais dire, sans entrer dans toutes les problématiques liées à l'agriculture, puisqu'on parlait essentiellement de la main-d'œuvre. En tout cas, c'est pour dire que nous avons de l'emploi au niveau agricole. Là, j'ai parlé de la production, mais dans les autres aussi filières, il y a des choses à faire. Nous voyons arriver des gens qui sont souvent en reconversion et qui veulent s'installer en agriculture. Alors, ce n'est pas de l'emploi salarié, mais c'est quand même de l'emploi, et qui veulent créer leur propre entreprise. Alors, peut-être parmi, il y a quelques-unes qui sont chez Henri, mais là aussi, puisqu'il y a des gens qui développent leur petite entreprise agroalimentaire ou des choses comme ça, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour effectivement permettre que ces personnes qui arrivent, quelquefois qui n'ont pas de formation pour le métier qu'ils veulent faire, donc pour pouvoir les intégrer dans le milieu agricole, peut-être avec une petite partie de production et transformation derrière. En tout cas, il y a des pistes à faire. Voilà. Merci. Merci. Alors, troisième intervenant, Philippe Joc,
Sauf erreur, il est expert comptable, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Sa liste Entreprendre ensemble en Martinique a réalisé le Grand Chelem, c'est bien ça, avec 36 élus. Il y en a qui gagnent tout. C'était son deuxième mandat. C'est son deuxième mandat comme Henri Salomon. Philippe, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Merci à Renaissance Martinique pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens parler d'économie et singulièrement l'entreprise martiniquaise. Quelques chiffres, je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, mais quelle est la situation des entreprises martiniquaises? Combien d'entreprises sont inscrites au registre du commerce des sociétés? Et comment... en nombre, cela évolue depuis plusieurs années. Il y a une dynamique de création d'entreprises qui ne se dément pas à la Martinique. On a noté, y compris pendant la crise, nombre de créations d'entreprises. Je voudrais insister sur le fait que beaucoup de Martiniquais créent leur entreprise pour créer leur emploi et que ça ne fait malheureusement pas d'eux les entrepreneurs. Et que tout le travail que nous avons à faire, nous, chambres consulaires, c'est de les accompagner dans cette dynamique de création pour qu'ils osent enfin, après avoir créé de l'emploi. On a vraiment beaucoup d'entreprises unipersonnelles, sans salariés, et on sait bien que c'est souvent par crainte et par inquiétude sur les difficultés réglementaires qui sont liées à l'emploi. On y reviendra certainement. Quelques chiffres, donc 40 500 établissements ressortissants de la Chambre de commerce au 31 décembre, avec une augmentation d'environ 8% par rapport à l'année 2020. Et à fin septembre 2022, ce chiffre a encore augmenté puisque nous recensons 43 000 établissements. C'est-à-dire que cette dynamique de création que j'évoquais continue avec quelques évolutions contrastées. Le service aux entreprises continue à augmenter avec près de 14% d'augmentation. L'agriculture, puisque nous avons des agriculteurs qui sont inscrits chez nous parce qu'ils sont souvent commerçants des produits qu'ils mettent sur le marché. Là aussi, une augmentation de l'ordre de 5% dans ce secteur agricole. Les services particuliers qui stagnent et l'hôtellerie-restauration qui, là aussi, stagne avec 2% d'augmentation. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même, depuis la fin de la crise sanitaire et la fin du quoi qu'il en coûte, une augmentation du nombre de défaillances d'entreprises. Alors, nous notons que les redressements judiciaires diminuent, mais qu'en revanche, le nombre de liquidations directes est en augmentation exceptionnelle, enfin exponentielle. Les entreprises que j'appelle entreprises zombies, qui auraient déjà dû disparaître, mais qui ont continué parce qu'il y avait des aides, et il y avait des aides sans limite, ce fameux quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui que ces aides se terminent, elles disparaissent, et le nombre de liquidations est préoccupant, puisque on a, à fin septembre 2022, comparé à fin septembre, à fin 2021, à fin 2019, on a plus 139% d'augmentation. C'est-à-dire que les liquidations directes sont de plus en plus fréquentes. Un vrai sujet de préoccupation pour les entreprises et les chambres consulaires, et la chambre consulaire qui les accompagne en particulier. Sur les procédures collectives, je viens de le dire, donc des chiffres qui sont préoccupants. Notons tout de même que les chiffres d'affaires d'entreprise ont augmenté. Que depuis la fin de la crise, on a là aussi une reprise d'activité qu'il faut noter, notamment dans le secteur du tourisme, de l'hébergement et de la restauration, même si là aussi il y a des difficultés de recrutement conséquentes. En termes macro, le produit intérieur brut, selon les chiffres du Sérum, a augmenté en 2021 de 2,6%, après moins 4% en 2020 et moins 1,4% en 2019. Donc on a une économie qui est tirée par la consommation, et cette consommation commence à baisser. C'est en lien avec le vieillissement de la population. C'est une des préoccupations majeures des équipes de la Chambre, c'est ce vieillissement de la population qui touche aussi les chefs d'entreprise. Nous avons aujourd'hui 25% des ressortissants de la Chambre, des dirigeants qui ont plus de 60 ans. On a estimé le nombre d'emplois que ça représente s'il n'y a pas de transmission reprise. On est autour de 10 000 emplois sur un secteur, sur la Martinique, uniquement pour les ressortissants de la Chambre de commerce. C'est bien pour ça qu'en lien avec la Chambre des métiers, nous allons lancer prochainement un grand chantier de transmission reprise pour permettre à toutes ces entreprises qui n'ont pas aujourd'hui le repreneur de trouver repreneur, quand on sait que
beaucoup de gens créent en même temps. Donc il faudra qu'on arrive à rapprocher les créateurs d'entreprises de ceux qui n'ont pas de successeurs. C'est un sujet de préoccupation que nous partageons. Henri a parlé de l'apprentissage. C'est aussi un sujet pour la Chambre de commerce qui gère un centre de formation d'apprentis avec environ 720 apprentis. Nous sommes passés de 520 apprentis en 2016 à 712 cette année, sur l'effet conjugué de deux éléments, les aides de l'État, mais qui sont plus récentes, qui datent de cette année, avec un accompagnement qui permet à celui qui prend un apprenti mineur d'avoir un coût nul à la première année, puisqu'il y a 8 000 € d'aide, et globalement la rémunération de l'apprenti, c'est 8 000 €, donc on a un coût net, un coût nul la première année. Mais Henri l'a aussi signalé, et c'est une préoccupation pour nous, les coûts ne sont pas satisfaisants, et surtout, avec la réforme du financement de l'apprentissage, un certain nombre de CFA, notamment celui de la Chambre de commerce, ne se retrouvent pas avec la collectivité, qui était jusqu'alors le financeur principal. Et aujourd'hui, c'est près de 2 millions d'euros qui nous sont dus par la collectivité au titre des contrats d'apprentissage de la période transitoire. Je pense que tes chiffres sont un peu moindres, mais chez nous, c'est 1 million, c'est 600 000. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un discours qui consiste à dire qu'il faut développer l'apprentissage, il faut accompagner les jeunes martiniquais et ne pas se donner les moyens, ne pas donner les moyens à ceux qui les forment de poursuivre ces efforts de formation. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la question se pose pour nous de savoir si nous continuons à prendre des apprentis du secteur public parce que nous ne sommes pas payés. Ça paraît anecdotique, mais quand vous avez sur un budget de formation de l'ordre de 16 millions, 1 million qui date de 2019-2020, ça commence à peser. Et il faut là aussi que nos décideurs politiques soient en conformité, mettent leurs actions en conformité avec leur discours. C'est bien de faire un jeune un job, mais ça ne forme pas dans la durée. Et ce qui est important, c'est cet effort de formation. Je pense pour ma part que la problématique de l'emploi à la Martinique est intimement liée à la problématique de la formation. On y reviendra dans les solutions, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques des chômeurs, les jeunes Martiniquais diplômés sont très peu touchés par le chômage. Et donc il faut le répéter, le marteler, vraiment le répéter avec force. Il faut poursuivre les efforts de formation. Il faut former, y compris ceux qui sont aujourd'hui très éloignés de l'emploi. On a un chiffre qu'il faut avoir en tête et qui est préoccupant, c'est 30% des jeunes Martiniquais, lors de la journée défense citoyenne, ce qui remplace les 3 jours que nous avons connus, Maurice et d'autres, 30% des jeunes sont considérés comme étant en difficulté de lecture et d'écriture. C'est vous dire qu'ils sont à terme inemployables. Si à 18 ans, ils sont en difficulté de lecture et d'écriture, quand ils auront passé 4 ans sous l'abribus, ils ne seront plus en difficulté, mais ne sauront plus ni lire ni écrire. Et donc, le vrai sujet, à mon avis, et la vraie préoccupation, la vraie réponse à apporter, on le verra dans les solutions, passe par la formation. Cette formation que nous avons trop tendance à négliger. Donc je crois que le point central, ça reste la formation. Nous avons, avec l'ensemble des acteurs économiques au moment de la crise sanitaire, au mois de juillet 2020, réuni une centaine d'acteurs de tout secteur d'activité confondu pour faire des propositions à la collectivité, une contribution des acteurs économiques au développement économique. Et nous avons lancé plein de propositions. Très peu d'entre elles ont été retenues, très peu d'entre elles ont été mises en œuvre. Et c'est vrai qu'on regrette cette distance qui existe entre le monde économique et le monde politique. Nous disons, nous, acteurs économiques, que chacun dans son rôle doit contribuer et participer, mais qu'on ne peut pas décider à notre place sans nous concerter. Aujourd'hui, sur les évolutions attendues sur le programme opérationnel européen, aucun acteur économique n'a été concerté sur le prochain PO. C'est-à-dire qu'on va découvrir bientôt le programme opérationnel avec les sommes conséquentes que propose l'Europe, mais on ne sait pas qui a décidé, on ne sait que trop qui a décidé, mais sans concertation avec nous.
Donc la problématique de l'emploi, je la vois sur le niveau, donc on l'a dit, de la formation. Je crois que c'est intimement lié. Il y a aussi quelques réglementations, quelques freins réglementaires. Je crois que la question subsidiaire que vous posez, on l'abordera tout à l'heure. Ça fait partie des freins, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement un problème de coût du travail, c'est aussi un problème de réglementation et de difficulté de fongibilité des aides. Quand vous avez beaucoup d'aides à l'emploi qui sont tunnelisées, quand les fonds sont épuisés sur une ligne, on n'arrive pas à les affecter à l'autre ligne. Et il y a des propositions à faire pour simplifier tout ça, fluidifier tout ça et faire en sorte que l'emploi, qui est une préoccupation, soit vraiment au cœur de nos préoccupations. Les chiffres du chômage, on note qu'ils baissent, mais ils baissent parce qu'il y a moins de demandeurs d'emploi. C'est malheureusement pas une dynamique économique qui fait qu'il y a moins de chômeurs. C'est très clairement parce qu'il y a moins de jeunes demandeurs d'emploi. Ils partent, ils ne reviennent pas. L'attractivité du territoire, c'est une vraie préoccupation. Moi, j'ai été pendant 6 ans président de l'ADOM, qui est l'Agence pour la mobilité des Outre-mer, qui assure la formation en mobilité quand les formations n'existent pas sur le territoire. Et j'allais régulièrement rendre visite à nos jeunes ultramarins, pas seulement martiniquais. Et j'ai une anecdote qui est frappante. J'avais réuni une quinzaine de jeunes de Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte à Lille, parce qu'ils étaient en formation à Lille, à Amiens. Et je leur disais, vous finissez bientôt votre formation, quels sont ceux qui, parmi vous, envisagent de rentrer sur le territoire? Il y en avait 3 sur les 15. Et quand on les interrogeait, ils disaient, mais nous, on ne revient pas, ça ne nous intéresse pas, votre pays, il n'est pas attractif. Et je leur dis, mais c'est aussi le tien, pour les Martiniquais. Ils me disaient, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Quand on est rentré ici, une fois qu'on est revenu, il faut une voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Quand on veut se déplacer, passer un week-end en Guadeloupe, c'est 280 € un billet d'avion sec, sans bagages et sans hôtel. Quand on va à Barcelone pour un week-end, ça nous coûte 150 €, y compris le billet d'avion et l'hébergement sur place. Donc on a à s'interroger, nous avons à nous interroger sur l'attractivité du territoire et si on veut développer l'emploi, développer un emploi qui correspond au désir de nos jeunes, ben, il faut qu'on soit tous ensemble, acteurs économiques, acteurs sociaux et politiques, attirés dans le même sens. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais peut-être pas épuiser les 15 minutes, on reviendra sur les solutions. Mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'à mon avis, si on veut avancer sur les problématiques de l'emploi, il faut commencer à la base et commencer par la formation. Merci Philippe. J'avoue, je ne sais pas pour vous, moi, j'avoue qu'ils me font peur, ils me donnent espoir en même temps. Donc, on verra au travers de vos questions, parce que maintenant, c'est à vous la parole. Pour être pratique, comme il y aura beaucoup de questions, on fera par séquence de 3 questions. Je vous demande de ne pas être trop long, et puis pour que les réponses soient précises. Et puis on va prendre donc 3 par 3. Je passe entre les lignes, je vous passe le micro. Voilà, et c'est parti. Une question pratique concernant les journées portes ouvertes. Comme j'informe des jeunes, je n'ai pas vu ça passer honnêtement. C'est quel jour, c'est où? Journée porte ouverte pour la gastronomie. Journée porte ouverte de la gastronomie, excusez-moi. Alors, demain, au CFA de Rivière-Salée, donc le CFA des métiers, voilà, c'est juste en face de la station-service qui est près du Carrefour Market, si je ne me trompe pas. Voilà, et vous serez le bienvenu. Donc, nous attendons des jeunes qui recherchent une solution d'avenir, de formation, et nous accueillons aussi des chefs d'entreprise. Certains d'entre eux nous ont déjà donné leur proposition d'embauche pour des apprentis. Mais si vous êtes concernés, si vous connaissez des personnes concernées, s'il y a des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir et qui cherchent un métier où ils sont sûrs de gagner leur vie, quelle que soit la situation, même en situation de crise, puisqu'on a toujours besoin de manger et de bien manger, eh bien, vous pouvez les inviter à venir nous voir. Nous allons faciliter le lien entre le jeune et son maître d'apprentissage, accompagner les 2 parties pour qu'ils puissent réussir leur contrat d'apprentissage au sein de notre établissement. Demain matin.
j'y serai personnellement entre 10h et 13h. Bien. Je vais juste au bout. Bonsoir à tous. Rémi Athanase. Alors, j'ai entendu M. Joc dire qu'il fallait, enfin, que monter une entreprise, sa propre entreprise ne fait pas de l'individu qui monte son entreprise un entrepreneur. Alors, est-ce qu'il peut nous dire quel est le chemin à suivre pour devenir entrepreneur? Oui, ça fait partie des missions des chambres consulaires et notamment d'accompagner à la création d'entreprises. Et donc, on invite fortement tous ceux qui créent leur entreprise à participer à ce que nous appelons les 5 jours pour entreprendre. Ce sont des formations qui sont organisées par la Chambre de commerce et où on met l'accent sur les difficultés, mais aussi on donne les clés et les solutions pour passer du cap de celui qui a créé son emploi à celui qui va être un véritable entrepreneur. Je prends l'exemple classique. J'ai un coursier au cabinet, un prestataire indépendant, qui aime le foot. Donc le mercredi après-midi, il regarde des matchs de foot. Le jeudi matin, il n'est pas disponible. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'achètes pas un deuxième scooter ou même embaucher quelqu'un avec un deuxième scooter, parce que tu as beaucoup de boulot, des fois j'attends 1 heure avant que tu viennes. Il me répond à chaque fois, mais non, moi j'ai créé ça juste pour avoir un emploi et un revenu. Et on se bat avec lui pour lui expliquer qu'il y a peut-être des solutions de financement, il y a peut-être des solutions d'aide à la création d'emplois, d'aide à l'embauche, qui peuvent lui permettre de franchir le cap. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut aider ceux qui créent leur entreprise pour créer leur emploi à devenir après de véritables entrepreneurs. Et donc c'est une des missions des chambres consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce. Est-ce que n'importe qui peut venir dans cette session de formation? N'importe qui peut venir, il suffit d'appeler à la chambre, on vous donne le calendrier des sessions de formation et vous pouvez participer. Alors il y a plusieurs formules, il y a des formules qui sont gratuites, il y a des formules qui sont payantes, mais avec les formules gratuites, vous avez déjà le vernis pour commencer. Bien, on passe devant. Ça va me faire du bien, ça. Merci. Eric Avril. Je suis abasourdi d'avoir entendu le mot d'inemployabilité pour des causes de non-lecture, non-maîtrise de la lecture et de l'écrit. Bon, le grand absent, c'est le mammouth, l'éducation nationale. Je ne suis pas là pour faire le procès, mais ce n'est pas non plus le rôle des chambres consulaires que d'apprendre à lire et à écrire. Alors la question que j'ai à vous poser, messieurs les présidents, est-ce que vous allez envoyer des assistants techniques pour aller dans les écoles et expliquer, aider les jeunes à sortir du carcan vertical de l'éducation nationale pour qu'eux-mêmes voient quelque chose. Ça, c'est ma première question. La deuxième, moi, je suis un utopiste. Je crois que ce qu'a fait le ministère des DOM avec l'armée, la seconde chance pour les jeunes, eh bien, doit servir de vecteur, c'est-à-dire aller plus en osmose vers eux pour prendre des jeunes qui ont été formés, parce que vous avez besoin de ces jeunes. La troisième, je suis extrêmement optimiste, je ne suis plus du tout utopiste, c'est qu'enfin, il va y avoir une sorte de bourse du travail entre ceux qui quittent le marché du travail comme entrepreneurs vis-à-vis de ceux qui veulent y rentrer avec les difficultés qu'on connaît, notamment avec les établissements bancaires, les cautions. Je suis bien placé pour voir ce qu'il en est. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait ce lien intergénérationnel, puisque certains ferment l'entreprise qui est rentable, parce qu'ils n'ont pas de repreneurs. Ce n'est pas que la Martinique, C'est un problème qui avait déjà été soulevé par Yvon Gattaz dans son think-tank qui s'appelait Éthique. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous remercie de votre attention. Bien. Tu veux répondre? Ah oui. Qui répond? Bien. Déjà, la première question de monsieur, est-ce que nous allons dans les entreprises? Effectivement, nous y allons. Hier, je vous disais que j'étais entouré de 150 élèves de terminale. Et pourquoi donc j'y vais? C'est parce que justement, je veux que nos jeunes aient conscience que dans l'artisanat, ils peuvent avoir un avenir. Je leur ai dit que beaucoup de chefs d'entreprise de l'artisanat
qui s'inscrivent à notre CFA pour des formations ou à notre centre de formation sont des personnes qui sont souvent aussi diplômées, qui ont des masters, des licences, ou voire même qui étaient ingénieurs et qui se disent « Bon, ma voie, c'était pas ça. Moi, j'ai envie de faire du pain, d'avoir une pâtisserie, ou j'ai envie d'avoir un salon de coiffure, ou d'avoir une entreprise dans le bâtiment. » Et donc, ils vont se former pour pouvoir ouvrir leur entreprise, parce que une particularité aussi de l'artisanat, c'est que chez nous, pour ouvrir une entreprise, dans certains métiers, il faut une qualification. Vous n'allez pas devenir électricien simplement parce que vous aimez brancher des fils à un domino, donc il faut assurer la sécurité. C'est pareil pour la coiffure. Bon, vous mettez des produits sur la peau, sur les cheveux de vos clients. Il faut savoir donc avoir un minimum de connaissances. C'est pareil dans beaucoup de secteurs, notamment dans ceux de l'alimentation. Un boulanger, il faut qu'il soit aussi diplômé pour ouvrir son entreprise. Et donc ça, c'est une réalité. Donc on forme les jeunes pour qu'ils puissent avoir ces compétences et on leur dit, il faut leur dire très jeunes. Hier, j'étais dans un lycée, mais en fait, dès l'école primaire, il faut pouvoir dire, vous avez des possibilités d'ouvrir une entreprise ou de travailler dans une entreprise de l'artisanat et d'avoir un beau métier. Mais pour ça, il faut qu'on change tous, même nous les parents, parce que ce qu'on veut, c'est que son enfant soit docteur, pharmacien, avocat, ingénieur. Ça, c'est le désir de tout le monde. Et c'est un désir, j'allais dire, qu'on pourrait tous partager, mais il y a certains enfants qui n'ont pas forcément envie de ce circuit, et pourtant on va leur dire prends la voie du bac, c'est celle-là que la majorité doit prendre. L'éducation nationale, eh bien, elle veut garder le maximum d'élèves dans ces lycées, et il y a vraiment un problème avec l'éducation nationale. Moi, je trouve que c'est une institution merveilleuse, je lui dois beaucoup, l'éducation nationale, mes parents, mais sur le territoire de la Martinique, il nous faut, on en parlera dans les propositions, mais un système de formation qui réponde vraiment aux besoins du territoire. Ce n'est pas normal qu'on ait des entreprises qui recherchent des personnes qualifiées et qu'en face, on n'ait personne. Vous avez parlé aussi d'illettrisme. Ça, c'est alors une réalité. Et je pense même qu'on pourrait aller au-delà des 30%. Et il y a un autre phénomène qui s'ajoute dans notre actualité, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas le numérique, en tant qu'entreprise, vous n'existez plus. On l'a vu pendant la crise Covid, ceux qui n'étaient pas capables de se connecter sur une plateforme pour avoir une aide n'avaient pas d'aide. Et en général, ce sont les mêmes qui, comme ils ne se connectent pas, comme ils ont des difficultés, eh bien, ils ont des retards aussi sur le paiement de leurs charges sociales, ou ils n'ont pas fait le nécessaire pour faire leur déclaration. Donc, chez nous, 80% des entreprises étaient écartées des aides de l'État simplement parce qu'elles n'étaient pas à jour de leurs charges sociales et fiscales. Ça, c'est une réalité. On était très contents des aides. Mais ce n'est pas tous les chefs d'entreprise qui ont eu des aides. Ce n'est pas tous les chefs d'entreprise qui ont eu des PGE, parce que là aussi, il faut pouvoir présenter des comptes qui se tiennent à votre banquier. Donc, on écarte beaucoup de personnes. Et ça, c'est une de nos missions au niveau des chambres consulaires, d'accompagner ces chefs d'entreprise, de les accompagner aussi sur le numérique. Nous faisons de gros efforts pour faire des formations numériques, pour faire des audits numériques. Je sais que vous en faites aussi, et il me semble qu'à la Chambre d'agriculture aussi, dans les entreprises, pour que nos chargés de mission puissent voir ce qui se passe dans l'entreprise et conseiller le chef d'entreprise sur une formation, sur des acquisitions de matériel ou un autre mode de fonctionnement. Donc c'est essentiel. Je dirais même que ça fera partie des préconisations pour qu'on ait le maximum de chances de réussite et avoir des entreprises qui aillent vers le développement. L'économie du job, où je fais ça à côté pour me débrouiller, en fait, ça nous nuit à tous. Et il faut que vous en soyez conscients. Ce n'est pas que les artisans qui sont victimes de concurrence déloyale. Tous ces jeunes qui ne trouvent pas de travaux parce qu'il y a des gens qui sont dans l'emploi public, et l'emploi public a une grosse représentation sur les territoires ultramarins, eh bien, tous ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, ou alors qui vont créer une entreprise, mais qui seront en concurrence avec des gens qui seront plus aisés, mieux formés, qui vont pouvoir investir aussi, parce que quand vous avez un salaire,
ben, la banque, elle vous fait confiance beaucoup plus facilement que si vous êtes un créateur d'entreprise sans rien. Eh ben, tous ces jeunes, c'est contre nous tous un jour qui vont se retourner. Merci. Et on l'a vu fin 2021, dès que ça pète, dès qu'il y a un problème, eh bien, vous avez plein de jeunes qui font partie de ces 30% qui ne maîtrisent pas la lecture, surtout qui sont un peu désabusés, et voire en colère, ben, qui sont prêts à faire la panique simplement pour exister et pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont en colère et qu'eux aussi, ils veulent quelque chose. Merci Henri. Merci. Quand vous le déchaînez, il y va. Mais merci beaucoup. Juste, c'est peut-être pas mon rôle. Dans une vie antérieure, j'étais principal de collège en France et j'étais proviseur de lycée en Martinique. Et ce que vous dites, vous avez raison. Il y a un monsieur, dont je ne dirai pas le nom, qui un jour a décidé qu'un enfant ne peut pas choisir une voie professionnelle après la classe de 5e. Donc ça a été supprimé. Et puis il y a un président de la République qui a décidé que 80% ou plus des petits Français, ils peuvent passer le baccalauréat. Donc au moment où je vous parle, on leur donne le baccalauréat, c'est beaucoup plus simple. Et après, on a ce genre de problème. Mais ça n'engage que moi. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose concernant l'agriculture. Parce que là aussi, nous employons des gens qui n'ont aucune qualification. Et nous les formons. La banane forme les ouvriers agricoles, mais également jusqu'au plus haut niveau, des chefs d'équipe et tout, et même des ingénieurs pour pouvoir diriger avec l'aide de l'université pour pouvoir avoir des encadrants. Et donc, même des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, ou pas du tout de diplôme, ils peuvent venir dans l'agriculture et ils seront formés aux différents métiers de l'agriculture. D'ailleurs, c'est souvent sous les exploitations qu'ils sont formés avant d'être formés à l'école. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non, donc madame. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, sujet très passionnant et donc je suis Karine Bernard, je dirige un cabinet de recrutement, donc c'est un sujet bien sûr qui m'intéresse fortement. Et je partage votre analyse, messieurs, quant à la situation actuelle. Par contre, alors évidemment, ce que l'on constate, nous, dans le secteur du recrutement, c'est qu'il y a un vrai décalage entre l'offre de formation et l'offre d'emploi. Il y a une inadéquation même, parce que beaucoup de chefs d'entreprise ne trouvent pas de compétences. On a une vraie pénurie de compétences sur notre territoire et il n'y a pas forcément d'offre de formation en face. Donc, vous l'avez dit, hein, Monsieur Joc, on reviendra sans doute sur la partie des solutions. Il y a une véritable problématique de formation. Maintenant, comme le dit Monsieur Bertom, il y a aussi des emplois qui ne nécessitent pas forcément des diplômes, des formations. Donc, comment est-ce que vous analysez ce désintérêt qu'ont nos jeunes pour beaucoup de notre métier? J'accompagne aussi des restaurateurs qui ont énormément de difficultés à recruter, même en service en salle. Enfin, les cuisiniers, n'en parlons même pas, parce que la crise Covid a bouleversé certains secteurs d'activité, a créé beaucoup de reconversions professionnelles chez bon nombre de salariés, et même l'obligation vaccinale a aussi fait des dégâts. Donc, deux questions. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de ces problématiques, mais aujourd'hui, qu'attendons-nous pour mettre en adéquation justement cette offre de formation face à ce besoin qu'ont nos chefs d'entreprise? Et puis, comment recréer chez nos jeunes qui s'en vont, parce que d'une part, ils ne trouvent pas forcément la voie de la formation en local pour des voies qu'ils souhaitent emprunter, mais même pour ceux qui souhaitent revenir, parfois les formations qui sont faites ailleurs ne correspondent pas aux réalités des entreprises locales. Donc là, ces personnes ont du mal à se réinsérer. Et puis une question pour M. Bertom concernant l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de parcelles enclavées. Je pense qu'il y a une vraie problématique aussi au niveau de l'agriculture, parce que même des jeunes qui auraient souhaité reprendre des exploitations, là je parle surtout de la petite agriculture, nos parents n'ont pas pu
forcément transmettre cette passion de l'agriculture à des jeunes qui sont aujourd'hui plutôt intéressés par des activités agroalimentaires mais même d'agriculture locale. Mais il y a une vraie problématique d'enclavement des parcelles. Donc, que propose la Chambre de l'agriculture? Alors, je sais que c'est peut-être un dossier plutôt géré par la SAFER, mais je pense que vous êtes sans doute en relation avec ces acteurs. Merci. Très bien. Je crois que Philippe va commencer, ensuite Daniel va répondre à la question. Sur l'adéquation des offres de formation avec les besoins des entreprises, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, depuis 6 ans, chaque année, on change à peu près 30% de notre catalogue de formation parce qu'on interroge les entreprises. Et d'ailleurs, on a moins de difficultés aujourd'hui et depuis 3-4 ans, vous n'avez plus entendu les reportages systématiques en septembre de ces jeunes qui ne trouvent pas de maître d'apprentissage. Parce qu'à l'époque, il y avait des formations qui étaient inadaptées, ça ne correspondait pas aux besoins des entreprises, des fois pas non plus aux besoins des jeunes, mais c'était un peu des formations par hacking. Donc nous, on fait l'effort à la Chambre de commerce et d'industrie de renouveler les formations, de supprimer celles qui ne correspondent plus à l'emploi d'aujourd'hui. On essaie d'anticiper sur les emplois de demain, mais je crois qu'on doit donner les solutions après. Mais là, la question... Mais je vais peut-être déjà répondre parce que... Vas-y. Parce que Erika, tu notes. le vrai sujet, en fait, c'est que si on veut développer de l'emploi de façon durable dans ce pays, il faut que l'on fasse une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du territoire. La taille des entreprises ne permet pas d'avoir des GPEC par entreprise. Donc si on ne prend pas à l'échelle du territoire le taureau par les cornes et qu'on ne fait pas une véritable gestion prévisionnelle, les organismes de formation ne seront pas en capacité de répondre aux attentes. Mais pour faire cette GPEC et donner des perspectives, il faut que les politiques donnent aussi le cap et qu'ils fassent les choix en lien avec les acteurs économiques, en lien avec la population, ils fassent les choix stratégiques du territoire. Est-ce qu'on fait le pari des énergies renouvelables, qui est une filière qui fait travailler du manœuvre à l'ingénieur et de l'ingénieur au manœuvre? Est-ce qu'on fait le choix de la santé? Est-ce qu'on fait le choix du numérique? Est-ce qu'on continue à saupoudrer les aides dans tous les secteurs? Ou est-ce qu'on fait des choix forts? Et qu'à partir de ces choix forts, on peut travailler sur une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et dire aux jeunes qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire comme formation, mais dans ces métiers-là, on a identifié que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, il y aura de l'emploi. Et il y aura de l'emploi parce que les choix qui ont été faits par le territoire, ce sont des choix engageants. Et ça, je pense que tant qu'on ne réfléchira pas à cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, on n'y arrivera pas. Et donc, nous, à la Chambre, on essaie, en interrogeant les ressortissants de la Chambre, les clients de la Chambre, en interrogeant les chefs d'entreprise qui ont les apprentis, en disant, mais est-ce que cette formation vous convient? Qu'est-ce que vous attendez? Cette année, nous avons ouvert, et on l'a lancé cette semaine, une formation niveau master avec l'école de management de Normandie, qui est une des écoles de commerce classées dans le top 10. On a fait un master, donc ils commencent à Bac+3, ils sont en alternance, et on va former, avec le concours de cette école, on va former des cadres martiniquais qui connaissent le territoire, qui connaissent l'économie du territoire. Mais ça, ce sont des initiatives isolées. Nous, on essaye. Mais s'il n'y a pas une volonté partagée par les politiques de mettre en place cette GPEC, on n'y arrivera jamais. Chacun essaiera dans son coin. Henri va proposer des formations parce qu'il aura interrogé les artisans et on se dit, ben ça, il y a un besoin. Puis ce besoin, c'est un feu de paille. L'autre élément, s'agissant des formations, et on revient à l'argent qui est le nerf de la guerre. Jusqu'à présent, quand l'apprentissage était financé par la collectivité, nous pouvions ouvrir des formations pour des cohortes de 3 années, 4 années, avec une trentaine de jeunes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité d'équilibrer une formation si on n'a pas 45 jeunes. Et ben, quand on ne les a pas, on n'ouvre pas la formation. Donc ça veut dire que les 30 que nous aurions pu avoir, ben, ils vont partir suivre cette formation dans l'Hexagone. Ils vont partir parce qu'on ne peut pas la proposer. Et quand on interroge la collectivité en lui disant « mais vous pouvez nous accompagner sur des formations spécifiques, sur des thématiques que nous avons identifiées ensemble », ils nous répondent « l'apprentissage, maintenant, ce n'est pas financé par la collectivité, ce n'est plus notre sujet. Comment voulez-vous faire ?» Et c'est une vraie difficulté. Cette année, nous avions sur 2-3 sujets
des possibilités d'ouvrir des formations pour 15 élèves, parce qu'il y avait un besoin d'entreprise. Sur les 15, on avait 12 qui avaient trouvé déjà un maître d'apprentissage avec certainement à la clé une embauche. Financièrement, ça nous coûtait de l'argent, sachant qu'en plus, ils nous doivent déjà beaucoup de sous, on ne peut pas y aller. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Donc, GPEC, territorial, sectoriel, comme on veut, mais il faut la faire. Et tant qu'on ne la fera pas, on n'y arrivera pas. Daniel, 2 minutes. Et puis, ce sera... Sauf s'il y a une question qui surgit, mais on va... Oui, alors, nous avons fait un certain nombre de propositions dans ce sens. Hein. D'ailleurs, la Chambre d'agriculture, il y a un peu plus d'1 an, a sorti un plan de relance et de transformation de l'agriculture de Martinique. Donc, on avait travaillé ça sur 2020, c'est même plus que 2 ans, 2020-2030, qu'on a présenté. C'est un travail qu'on a fait avec l'ensemble des filières agricoles de la Martinique et que nous avons présenté aux autorités et sur lequel travaille maintenant la collectivité. Et dans ça, il y a une centaine de fiches, hein, je crois 108 fiches que nous avons, sur lesquelles nous avons travaillé. Et dans ça, il y a un volet sur le désenclavement des exploitations, désenclavement et équipement des exploitations, parce qu'il faut de la route pour aller sur certaines exploitations, mais il faut également pouvoir conduire l'eau courante et l'électricité, parce que des fois, des agriculteurs ont besoin aussi d'équiper leur exploitation. Et donc, c'est un travail qui est en cours. Hein. Je sais que la collectivité travaille sur son projet de développement agricole. Alors, bon, on parle d'autosuffisance ou de plein de choses, d'autonomie alimentaire, mais il y a un travail qui est fait dans ce sens-là et il y a un certain nombre de propositions pour désenclaver des exploitations. Alors, il existe déjà un certain nombre d'aides, effectivement, la SAFER peut être concernée, mais la collectivité, bon, il y a des aides qui existent pour ça, et donc il faut se rapprocher peut-être de la Chambre d'agriculture pour pouvoir monter un dossier et aller solliciter la collectivité. Donc en tout cas, il y a des moyens pour cela. Un dernier mot de Philippe, et puis après on revient sur les propositions. Juste en complément, j'aimerais bien, si tu as le chiffre, que tu nous donnes la consommation de la ligne FEADER qui était consacrée au désenclavement. Il y a, à la fin de l'année dernière, je n'ai pas les chiffres de 2022, mais à la fin de l'année dernière, sur la ligne consacrée au désenclavement, on avait consommé 25% de ce qui était affecté. Donc c'est bien qu'il y ait un problème, qui est un problème d'ingénierie, de volonté, d'organisation, parce que la ligne budgétaire, la ligne FEADER existait, on a consommé à la fin du PO, hein, puisque ça a été prolongé parce qu'il y avait la crise Covid, mais c'était ce PO qui devait se terminer en 2020. À fin 2021, on avait consommé 25% de l'enveloppe qui avait été prévue pour le désenclavement. Donc c'est... Bien. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas résister à certaines personnes. Donc. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Alors, j'ai peut-être une petite question qui va un peu casser l'ambiance, parce que je suis venue avec beaucoup de plaisir à cette conférence, mais écoutez, ce que j'entends ce soir, c'est ce que j'ai entendu il y a à peu près 20 ans. Donc, moi, ma question est la suivante, c'est comment on sort de cette situation où, de façon récurrente, on pose le problème de l'emploi. Bon, Philippe Joc dit à juste titre que la problématique, c'est bien articuler la formation aux besoins des activités. Ça, on est OK. Bon, moi, j'ai participé personnellement, mais il y a de nombreuses personnes qui ont participé à ces démarches, ne serait-ce que sur les 20 dernières années, toutes les démarches de GPEC intersectorielles qu'on a pu faire, les CEP de la mer, des organismes de formation, des services. On ne manque pas de projets, on ne manque pas de réflexion, on ne manque pas de démarches pour savoir où il faut aller, comment il faut aller. Le problème d'illettrisme, c'est un problème que j'entends depuis des années. On s'en préoccupe. On parlait d'illettrisme pour ceux qui étaient jeunes et qui sortaient de l'école trop tôt. Il y avait des dispositifs qu'on appelait CFI, etc. On parle d'illettrisme fonctionnel dans les entreprises. On parle d'illettrisme numérique.
On a même de nouveaux termes pour désigner les choses. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je dis, quelque part, on a un problème de penser des activités toutes seules. C'est-à-dire, tout à l'heure, Philippe Joc a dit, oui, on a un problème de développement. Parce qu'en fait, créer de l'emploi, c'est créer de l'activité. C'est créer du développement économique. Donc on crée du développement économique en réfléchissant aux activités qui sont traditionnelles et qui sont peut-être en train de s'étioler, et aux activités nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la mer, au niveau des transformations? Est-ce qu'on transforme le bois? Qu'est-ce qu'on peut créer? Et il y a derrière une volonté. Et là, on a un problème. On a un problème dans le passage à l'acte, dans le fait de décider qu'on va faire quelque chose, qu'on va développer ce pays. Après, on dit le problème de l'attractivité du territoire. Les jeunes s'en vont, mais pourquoi les jeunes? Est-ce que vous, en tant que parents, vous allez pousser vos enfants à rester pour faire quoi? Il y a ce problème de développement économique. Donc, sans développement économique, il n'y a pas de développement d'emploi. Ça n'est pas possible. Alors, c'est vrai que je casse un peu l'ambiance, pardon, monsieur, pardon, messieurs et mesdames, mais je veux dire, comment on va sortir de cette espèce d'immobilisme? Parce que finalement, on répète en boucle les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de l'inertie? Voilà, moi, je suis un petit peu préoccupée. Et j'espère que vous allez pouvoir trouver des réponses, parce que c'est un problème. Je dis, dans 10 ans, je reviens, je voudrais entendre les progrès que nous avons faits collectivement. Merci, messieurs. Je ne serai pas là dans 10 ans, mais bon, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais donc, vous avez directement la réponse. Vous avez 30 minutes tous les trois. On commence par toi, Henri. On fait le même ordre, et puis vous faites vos propositions, et puis on verra. Voilà. Vous avez 30 minutes. Bien, on va partir sur les propositions, et de façon optimiste, parce que vous avez dit que c'était comme ça depuis des années. Personnellement, et je pense que c'est la même chose pour mes collègues, si nous nous sommes engagés à être des présidents, des élus, des représentants d'une filière, d'un pan de notre économie, c'est parce que nous y croyons. Et parce que, justement, nous voulons que ça change. Et il faut que ça change, parce qu'on ne peut pas voir nos jeunes partir, la Martinique devenir la région la plus âgée de France, pas parce qu'on vit plus longtemps, simplement parce que les jeunes ne sont plus là. Alors il y a des solutions, parce qu'on vit sur un territoire qui est fabuleux, qui a beaucoup d'atouts, mais qui sont sous-estimés et on n'en parle pas. Naturellement, c'est plus facile de parler de ce qui ne va pas, mais on ne parle jamais de ce qui va bien. En tant que président, quand je fais... Et si vous êtes en entreprise, faites le tour de vos services, demandez comment ça va. Ça va, oui, ça va, tout va bien. Ah non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on ne vous parlera jamais de ce qui va. Et il y a des choses qui vont bien. Nous avons un territoire avec des savoir-faire. Je disais que les jeunes sont formés, et on les forme bien. Seulement, on ne les forme pas pour ceux dont nos entreprises ont besoin, ceux qui seraient utiles au territoire. Et dans les préconisations, déjà, il faut un projet de développement économique et qui soit clair. Et ça, c'est aussi la mission des hommes politiques, de le mettre en place et ensuite, après, de faire le travail sur la formation, puisque vous n'allez pas faire de formation si vous ne savez pas où vous allez dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 20 ans, et même plus loin. Donc ce qu'a dit Philippe Joc, c'est aussi notre point de vue, ça passe par là. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de nous aussi des militants, et j'allais dire des militants sur tous les terrains. Il faut que ça change. En termes d'attractivité, puisque l'attractivité est essentielle, il faut que nous soyons attractifs. Déjà, attractifs pour nous-mêmes. Au CESEM, donc je préside la commission développement économique, et avec mes collègues qui en font partie aussi, on a travaillé sur des initiatives pour inverser le flux migratoire, initiatives économiques. Et bien sûr, on a fait un tour de tous les secteurs. Tous les représentants socio-économiques, toutes les institutions sont représentées au sein du CESEM. Et notre conclusion, elle était d'abord sur l'attractivité. On a l'habitude de parler de nous en mal, et ça, il faut qu'on maîtrise la communication sur la Martinique. Et il faut qu'elle soit même professionnalisée. C'est-à-dire, ce n'est pas les médias de l'Hexagone qui doivent parler de la Martinique, parce qu'on
on sait de quoi ils vont parler. Donc, ils n'ont pas besoin de conflits, de fumée, de sang. Ça intéresse les gens. Nous, il faut qu'on prenne les choses en main. Donc, il faut qu'il y ait une agence de l'attractivité, à l'image de ce qui se fait pour le tourisme, mais qui soit vraiment beaucoup plus globale, attractivité. Il faut qu'on puisse s'appuyer aussi sur notre diaspora, parce qu'il y a des jeunes Martiniquais, ils sont partis, certains, ils ont très bien réussi dans le monde entier. Il faut leur envoyer aussi des messages positifs sur ce qui se fait en Martinique, sur ce qui se passe en Martinique. Changer de faire, si on communique, presque même si on avait des influenceurs que l'on paierait, des professionnels, eh bien, il y aurait une autre image de la Martinique, simplement parce que c'est nous-mêmes qui nous occupons de notre communication, de notre image. Donc ça, c'est important à faire. Et cette agence d'attractivité, ça serait une de ses missions. Nous avons même proposé et nous avons discuté avec des élus de la collectivité qui y réfléchissent, parce qu'ils ont conscience aussi qu'aujourd'hui, ça serait une chose importante pour nous, pour l'extérieur, parce que les acteurs économiques de l'extérieur aussi, ceux qui voudraient venir s'installer ici, parce que le climat est agréable, parce qu'il y aurait des affaires à faire, parce qu'on aurait un réseau numérique efficace et développé, et donc il y a encore à faire dans ce domaine, eh bien, tous ces acteurs, il faut aussi qu'ils aient des images positives de la Martinique. On parle d'attractivité, donc de projets de développement. Toutes les politiques de développement et de bien-être, à mon sens, et je pense que mes collègues partagent, passent par le développement économique. Vous ne faites pas de social si vous n'avez pas une activité économique avec des entreprises qui enrichissent votre territoire, donc qui enrichissent tous les Martiniquais. Au niveau politique, certains ne partagent pas cette même vision où c'est l'économie qu'il faut booster, parce que si les jeunes ne travaillent pas, et où les moins jeunes ne travaillent pas, eh bien, ils peuvent devenir violents, et plus tard dans le futur, si on continue à se dépeupler de notre jeunesse, on pourrait avoir une Martinique avec des quartiers très protégés, avec des gens qui ont les moyens, et puis d'autres qui ont faim, qui seront prêts à tout pour cambrioler ou qui vont faire une économie parallèle, parce qu'il faut quand même qu'ils mangent. Eh bien là, on a un devoir de s'occuper de tout le monde, et le travail, c'est aussi la dignité des hommes et des femmes. Le goût du travail aussi est essentiel. Parce qu'on a parlé de difficultés à trouver des jeunes. Aujourd'hui, certains vous disent, mais pourquoi je vais travailler ? Je peux m'en sortir avec une allocation qui m'est versée chaque mois, un petit job, et ça me suffit. Mais là, on s'installe dans la pauvreté, on installe sa famille dans la pauvreté. Donc ceci, il faut le changer. Au niveau des propositions, je vais vous parler du monde de l'économie. Les chambres consulaires sont 2 fois plus importantes sur notre territoire que sur tout le reste de l'Hexagone. Et pourtant, nous avons moins de moyens, nous avons moins de moyens financiers que sur l'Hexagone, puisque nous subissons la vie chère, que nous avons très peu de ressortissants qui payent une taxe, et pourtant on doit s'occuper de tous ces chefs d'entreprise. Donc là aussi, il faut que l'État, que nos hommes politiques, que nos députés, nos sénateurs soutiennent les chambres consulaires pour qu'elles puissent créer de l'activité, qu'elles puissent accompagner ces entreprises vers le développement, et qu'on n'ait pas simplement une économie du job et quelques entreprises qui s'en sortent bien. Donc, plus de moyens pour les chambres consulaires pour structurer les filières. Beaucoup de filières, puisqu'on a beaucoup de petites entreprises, je ne vais pas parler de petits métiers, mais il y a un manque de structuration. Et ça, c'est un rôle que l'on a accepté, c'est une de nos missions. Il y a 7 ans, l'artisanat d'art, ça existait en Martinique, mais en fait, il n'y avait aucune structure, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'action vers ce secteur. Eh bien, on l'a accompagné, on a formé un syndicat, on l'a structuré, et ça, on doit le faire pour tous les secteurs, que ce soit la mécanique, que ce soit le bâtiment, que ce soit les prothésistes dentaires. Et là aussi, ça veut dire volonté de la collectivité en partenariat avec l'État et les chambres consulaires pour pouvoir structurer les métiers. Nous avons, je vais vous parler d'atouts, nous avons une production locale, elle existe, et elle est sous-estimée par l'ensemble des Martiniquais, parce qu'on se dit, bon, on va d'abord regarder le prix, et quand on est dans la précarité,
c'est normal de regarder le prix des choses, mais sur la production locale, on a un véritable enjeu. D'ailleurs, toutes les chambres consulaires, avec la MPI, que je salue, et puis Contact Entreprise aussi, qui est là, et Emmanuel Derénal, il travaille aussi à structurer notre filière production locale pour qu'elle soit mieux identifiée par le grand public, parce que chaque fois qu'on consomme local, on fait travailler une entreprise locale, donc on crée de l'emploi. Et ça, ce message-là, il n'est pas encore accepté par tout le monde. On va toujours penser au prix, ou alors, la production locale, ils se gavent sur notre dos, ils nous vendent cher et ils deviennent riches. Et donc, je ne veux pas les aider. En plus, il y a des fois même une vision avec une distorsion de la production locale. On n'imagine pas que la production locale, c'est peut-être votre voisin, c'est votre cousin, c'est votre tonton qui fait de la confiture, qui fait de la glace sur le territoire. Donc tout ceci, il faut le valoriser. Nous y travaillons. Et on travaille même aujourd'hui à se dire comment convaincre les Martiniquais aussi à s'approprier leur production locale, à se dire si je paye 5% de plus sur un produit mais qu'il est fabriqué localement, ces 5% de plus, c'est un investissement parce que ça va me rapporter, ça va permettre de créer de l'emploi, donc je vais pouvoir vivre dans de meilleures conditions, dans la sécurité. Mes enfants peut-être auront un travail, moi-même j'aurai peut-être un travail parce que je soutiens la production locale par un acte d'achat, j'allais dire responsable. Je ne vais pas dire intelligent, parce que ça voudrait dire que de ne pas consommer local, ça serait de la bêtise, mais un acte d'achat responsable. Et ça, c'est notre mission. Très bien. Alors, je voulais juste finir pour vous parler des zones d'activité qu'il faut développer sur le territoire, protéger les entreprises de la concurrence déloyale. Et quand je pense à des concurrences déloyales, je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, et je voudrais vous parler de l'octroi de mer. Parce que pour moi, l'octroi de mer a aussi une influence sur ces activités déloyales qui se développent. Je suis pour l'octroi de mer, parce qu'il est là pour protéger la production locale. Sauf que l'octroi de mer qui alimente le budget des collectivités pour payer des salariés, et c'est vrai, il y a du chômage, puisqu'il n'y a pas d'activité au niveau des entreprises capables ou d'entreprises capables d'embaucher tout le monde, eh bien, on embauche et vous avez des masses salariales énormes qui appauvrissent le pays, puisque c'est nos impôts et nos taxes qui les payent. Et ces personnes, aujourd'hui, je les retrouve qui viennent s'inscrire à la Chambre de métier quand elles viennent s'inscrire, parce que beaucoup ont aussi notre activité à côté. Et ça, c'est un effet aussi de l'octroi de mer. Si, et c'est ma préconisation, une partie des recettes de l'octroi de mer était investie, nous aurions moins de problèmes, parce qu'il serait investi pour le privé, investi pour créer des entreprises, donc investi pour créer des emplois, avec des entreprises qui seraient dans la performance, puisqu'elles seraient dans la concurrence. Il faut, j'allais dire, dégraisser les masses salariales. Il faut qu'on ait une politique aussi ambitieuse et courageuse, parce que si nous gardons qu'une masse salariale au niveau des collectivités, eh bien, jamais les collectivités auront, j'allais dire, les mains libres pour pouvoir faire des travaux de rénovation, faire des travaux de construction, élaborer des projets solides qui vont favoriser l'entreprise privée, donc créer des emplois qui enrichissent tout le territoire. Donc, quand je dis ça, je ne fais pas plaisir à tout le monde, mais il faut utiliser l'octroi de mer de façon plus responsable, donc investir par le privé. Voilà, je vais transmettre le micro, mais je pourrais encore vous parler de propositions, mais je suis sûr que je vais avoir du temps encore. Je ne sais plus si on n'a pas prévu dans un temps plus lointain un débat, une table ronde sur l'octroi de mer. Je ne me souviens pas de tout, il me semble. Emmanuel. Daniel. Bon, alors je ne vais pas être aussi long, parce que si je rentre dans tous les projets qu'on a fait concernant le développement du secteur agricole, je l'ai dit, nous avons sorti 118 fiches, j'ai retrouvé le nombre exact, sur le développement agricole, sur l'ensemble des filières de production. Donc je vais rester essentiellement sur les problématiques que nous avons en ce moment au niveau de l'emploi, puisque c'est un peu la commande qui nous a été faite. Alors, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la difficulté que nous avons pour trouver des salariés pour là, mais les gens ont besoin, les bananiers ont besoin de récolter, les planteurs de canne ont besoin d'aller dans les parcelles et de nettoyer les parcelles.
Et donc, il faut absolument qu'un certain nombre d'actions, je dirais presque immédiates, en tout cas, doivent être étudiées pour permettre effectivement qu'on ait des salariés pour cela. Alors, si on a des salariés martiniquais qui veulent travailler, ben, ils sont les bienvenus et nous pouvons assurer leur formation. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Mais je pense qu'il faut aussi assouplir la réglementation qui permet d'embaucher des salariés venant de l'extérieur. Alors, la problématique que nous avons, et ça devrait intéresser le député européen, c'est que les salariés qui viennent de l'extérieur et qui viennent du voisinage de la Martinique. Or, ce sont des salariés qui sont en dehors de l'Union européenne. Alors, un salarié polonais peut venir ici travailler sans problème. Il n'a pas besoin de papier, il n'a besoin de rien pour venir travailler ici. Par contre, celui qui est le plus proche, qui vient de Sainte-Lucie, il a énormément de difficultés pour s'intégrer. Alors, je ne parle même pas de ceux qui arrivent d'Haïti ou même d'autres régions. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail à ce niveau-là pour permettre effectivement qu'on puisse avoir un système qui nous permette, lorsque nous ne trouvons pas la main-d'œuvre sur place, et nous n'en trouvons pas, de pouvoir employer cette main-d'œuvre-là et ne pas mettre des agriculteurs en difficulté parce qu'on va passer chez eux et on va faire une sorte de rafle. Excusez-moi d'employer ce mot, mais de récupérer des salariés qui sont chez eux et qui ne sont peut-être pas en règle, parce que l'agriculteur qui a des bananes qui mûrissent sur pied, il faut qu'il les récolte. S'il attend 3 jours, ben c'est foutu. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que l'agriculture aussi, en dehors de ces grandes cultures, a la possibilité aussi d'accueillir du monde, notamment des gens qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'étaient pas dans l'agriculture, qui reviennent dans l'agriculture, des gens qui ont les parents, qui ont laissé un petit bout de terre enclavé quelquefois, et qui ont envie de reprendre ce terrain-là pour développer des activités. J'ai des gens qui me disent, mais écoutez, je fais de la confiture de bananes, donc j'ai besoin de planter quelques pieds, et je récupère ça, et puis mon activité, c'est pas la plantation de bananes, c'est la confiture que je fais avec ces bananes-là. Et donc ça aussi, il peut avoir, moi je pense qu'il faut faciliter l'intervention de ces personnes-là dans le milieu agricole, parce que c'est quand même un vivier d'emploi, même si c'est un emploi direct. Alors peut-être que demain matin, ces gens-là pourront monter une petite entreprise et puis embaucher du monde, puisque de toutes les façons, ils ne pourront pas faire les deux activités, production agricole et puis ensuite transformation. Ils ont souvent besoin d'emploi, mais par contre, il faut jouer sous les contraintes qui sont liées à l'installation de ces personnes. Alors, il y a le financement, il y a la formation, et puis il y a bien sûr le foncier, qui sont des facteurs limitants quand même pour un certain nombre de candidats à la reconversion professionnelle. Et puis, nous avons quand même des fonds qui sont liés à l'insertion. Il y a beaucoup d'entreprises d'insertion qui sont là, et je pense que une utilisation de ces fonds destinés à l'insertion professionnelle pourrait être utilisée d'une autre façon pour justement ces candidats à l'installation. Et donc je pense que c'est une piste à explorer au lieu de prendre des jeunes pour mettre dans un truc d'insertion quelques semaines, voire plus, et puis les lâcher après dans la nature. Ça peut être intéressant effectivement de les aider à créer leur installation. Donc voilà un peu ce que je voulais porter sur cet aspect-là. Merci à Louis-Daniel Berthom.
Philippe. Je vais être synthétique. J'avais plein de propositions. On m'a dit de me limiter à 2. 2. Tu as pas 118. Non, j'ai pas autant que de Louis Daniel, mais sur l'emploi, j'en avais 17 ou 18. Mais je reviens à cette problématique de la formation et la nécessité de renforcer l'appareil de formation et l'accès davantage sur les secteurs qui sont créateurs d'emplois et de richesses. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des pistes de sortie. Tout ça en lien avec une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pourquoi elle n'a pas fonctionné? C'est parce qu'on n'a jamais véritablement mis en œuvre. Il y a eu des combats entre l'État qui faisait, la collectivité qui disait c'est pas à l'État de faire, c'est à nous de faire. Quand la collectivité fait, ils n'ont pas l'expertise ou l'ingénierie pour faire. Et à la fin, on a fait des rapports qu'on a mis à caler des meubles ou des armoires dans les bureaux. Donc c'est juste un problème de volonté politique. Ce point de formation et de GPEC, je pense qu'il est pour moi un élément important. Il y a un deuxième point auquel nous croyons beaucoup à la Chambre de commerce, c'est notre installation dans le bassin caribéen et le développement d'échanges. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va exporter nos produits chez nos voisins, mais par contre, on peut exporter notre savoir-faire. Nous avons en matière d'énergie renouvelable, en matière de numérique, quelques pépites locales. Et je pense que si on veut développer l'emploi chez nous, on peut s'insérer dans le bassin. Les start-up que nous accompagnons à la Chambre, on réalise très vite, et elles réalisent aussi vite que nous, que l'étroitesse du marché fait qu'il faut qu'elles se lancent très vite à l'export. Et notre bassin immédiat est un bassin dans lequel on peut travailler sur les énergies renouvelables, sur le numérique, sur la santé. Il y a vraiment, là, dans le point de vue, développer les échanges, ça peut permettre de créer des emplois. Et puis ça correspond aussi à une volonté de nos jeunes de voir le monde. Et si on leur dit, tu travailles en Martinique, mais tu travailles aussi pour Trinidad, Venezuela, peut-être pas Venezuela ce jour-ci, mais Trinidad ou Antigua, ça fonctionne. On a une expérience récente à la Chambre. On a monté un programme avec une trentaine d'entreprises. Il y avait 14 entreprises martiniquaises, 16 de la Caraïbe. On les a fait travailler sur plusieurs secteurs. Il y avait les énergies renouvelables, il y avait la musique, il y avait la mode, il y avait l'agroalimentaire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même ensemble, dans le bassin caribéen, des choses positives que nous pouvions faire. On a parlé de ce besoin d'encadrement des entreprises martiniquaises. Je pense qu'il faut avoir une vraie politique d'aide au recrutement pour les TPE pour qu'elles puissent monter en compétences. Donc il faut imaginer, au-delà du dispositif pépinière jeune cadre qui existe, mais qui est très encadré et qui est très limitant, réfléchir à des exonérations de charges sociales sans limitation de montant. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif, c'est une véritable trappe à bas salaire. C'est-à-dire que quand vous avez une exonération jusqu'à 1,4 SMIC ou 1,3 SMIC, ben en général, quand le jeune revient diplômé, on lui dit, écoute, on n'a pas les moyens de t'embaucher, on te prend 1,3 SMIC parce qu'il n'y a pas de charge sociale. Et on rentre dans une spirale de bas salaire. Et le jeune, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne reviens pas parce que je ne suis pas assez payé. Et donc, il faut réfléchir à ces pistes-là. Puis je pense que là aussi, Henri l'a dit, lutter contre l'économie parallèle, parce que là aussi, ce sont des vrais gisements d'emploi. J'espérais naïvement qu'avec la crise Covid et le fait que tous ceux qui étaient dans l'économie parallèle n'avaient pas bénéficié d'aide, on aurait eu un rebond d'immatriculation. Il n'en est rien. L'économie informelle continue à se développer avec la même vigueur. Puis il faut aussi, et je m'arrêterai là, simplifier l'environnement réglementaire et légal en termes d'emploi. Voilà. Merci. Merci. Il est évident qu'on pourrait continuer. Je les sens un petit peu frustrés, peut-être vous aussi, mais bon. Oui, parce qu'ils en ont à dire. 118 propositions, quand j'en demande 2, je le comprends. Bon, je suis un peu comme ça aussi. Bon, en tout cas, je vous remercie, messieurs, au nom de la salle, si vous permettez. Je remercie Henri Salomon, Louis-Daniel Berthom et Philippe Joc. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Renew Europe et à Renaissance Martinique à l'initiative du député européen Max Orville. C'est la fin. Un grand merci à vous aussi d'avoir osé le déplacement mardi soir. Voilà. Erika Morjon, qui est tout à fait au bout, a noté vos propositions, messieurs, va nous mettre tout ça au propre. Elle aura cette tâche tout au long de cette année. Et on souhaite, et moi ça c'est mon mot favori, je souhaite que nous continuions à penser que la Martinique est positive,
J'ai la faiblesse de rencontrer des jeunes Martiniquais qui sont absolument positifs. Il y a moins de 15 jours au Parc Floral, il y avait un Martinique World Café ou quelque chose comme ça. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je comprenais pas grand-chose, mais bon, ça fait rien. Mais aucun n'avait pratiquement 30 ans. Je demeure quand même optimiste pour ce pays. Alors, tous nos remerciements, bien évidemment, au Crédit Agricole. Merci au Crédit Agricole. Et puis, merci je vais citer 3. Alors, Yvon Joseph Henry, Steve Chalonneau, c'est le monsieur qui est derrière le masque là-bas, qui fait la vidéo. Et bien évidemment, notre potomitan Emmanuel de Rénal, sans qui rien n'aurait été possible. Ça aurait été un vœu pieux de faire des tables rondes. Alors, j'espère que nous allons continuer. Alors, juste dernière phrase. D'ores et déjà, tous ceux qui ont des iPads, des trucs, sortez tout, notez sur votre agenda le 11 octobre pour la 2e table ronde de Renaissance Martinique. Le thème, comment réussir la transition énergétique en Martinique. Bon, je ne vais pas encore vous donner les invités, ils sont prévus, mais vous aurez les détails bientôt par les réseaux sociaux, par les téléphones et tout. Encore merci à tous, bonsoir. Rentrez bien, faites attention sur les routes.